Bienvenue dans cette formation où je vais vous montrer, vous former sur les modules de facturation électronique en vue de la réforme de la facturation électronique. C'est une formation sur Odoo version 18 et cette formation est principalement destinée aux utilisateurs, donc aux comptables, qui vont utiliser dans Odoo l'envoi de factures, la réception de factures, etc. Toute la gestion de l'annuaire, pour voilà, toutes les fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement de la réforme de la facturation électronique dans Odoo. On se focalise là dans cette formation sur la partie e-invoicing. Le e-reporting fera l'objet d'une autre formation. Et voilà, c'est parti. On va d'abord s'intéresser un petit peu au travail de configuration préalable. Alors, d'abord, il faut évidemment que sur la fiche de votre société, vous ayez les paramètres classiques. Alors, attendez, là, c'est pas le cas, mais par exemple, si je prends ici cette société, il faut qu'elle ait son numéro de TVA, son numéro SIREN. Et puis voilà, que ces informations-là, au minimum, soient bien renseignées. Important, si vous facturez le secteur public, il faut que le SIRET soit renseigné. Le SIREN n'est pas suffisant quand on dialogue avec Chorus Pro. Il faut donc renseigner le champ NIC et le champ SIREN plus les 5 derniers chiffres là, du NIC, ça constitue le SIRET. Ensuite, autre point important, il faut que les nomenclatures UNECE soient bien renseignées. Donc ça, il y en a à plusieurs endroits. Il y a d'abord la nomenclature des unités de mesure. Donc ça, on le retrouve dans le menu Inventaire, Unités de mesure, là par exemple. Et donc ici, on a cette colonne Code UNECE. Donc par exemple, pour l'unité de mesure pièce, le code c'est C62. Donc sur toutes les unités de mesure par défaut d'Odoo, il est déjà pré-renseigné. Voilà, sur le gramme, c'est GRM. Sur la tonne, c'est TNE. Voilà, chaque unité de mesure a sa propre codification dans la norme UNECE. Et si jamais vous avez créé des unités de mesure supplémentaires par rapport aux unités de mesure de base d'Odoo, eh ben, il faudra aller bien renseigner, trouver le code UNECE qui correspond et le renseigner ici. Ensuite, autre endroit où il y a des codes UNECE, c'est sur les taxes. Et sur les taxes, il y a même plusieurs codes. Donc si je vais ici sur des taxes, par exemple, je prends la taxe classique TVA 20% à la vente. Et donc ici, je retrouve deux champs supplémentaires. Le type de taxe, donc de type TVA, puisque là, c'est bien une TVA. Et puis, il y a un deuxième champ qui est la catégorie de la taxe. Et donc, pour toutes les taxes classiques françaises, TVA 20%, 10%, 5,5, 2,1, il faut mettre la catégorie S, Standard Rate. Puisque, voilà, même si c'est du 5,5, du 10, c'est Standard Rate. D'un point de vue de la nomenclature ici. Il faut aussi, vous allez voir que sur les taxes, si par exemple on prend la taxe pour la vente intracom par exemple, donc si je la trouve, alors attendez, hop, c'est un peu mixé entre les taxes d'achat et de vente, je vais me mettre sur la taxe de vente intracom par exemple ici, et donc là on voit que le type c'est toujours TVA évidemment, que la catégorie de la taxe c'est K, ce qui est bien adapté au intra-community ici. Mais comme c'est une taxe exonée 0%, parce que là on facture sans TVA quand on facture un professionnel dans l'Union Européenne, et bah du coup il y a ce champ supplémentaire qui apparaît, qui est le motif d'exonération de TVA. Et donc il faut choisir parmi la liste des motifs celui qui s'applique. Voilà. Alors quand c'est de l'intracom, c'est toujours le même, c'est toujours VATEX, EU, IC, intra-community supply. Quand c'est de l'extra-communautaire, bah pareil, c'est toujours le même. D'ailleurs, Odoo le renseignera par défaut quand vous installez le module. VATEX EUG, par exemple, pour Export Outside the EU. Très bien. Mais si jamais vous avez des taxes, par exemple, de type exonéré, alors j'avais pris l'exemple par exemple, des produits exonérés, il n'y en a pas beaucoup, des produits exonérés de TVA, mais par exemple, quand on vend des timbres au prix normal du timbre La Poste, les timbres sont exonérés de TVA. Et donc, du coup, là, vous voyez, cette
taxe TVA 0% exonérée, je l'ai personnalisé spécifiquement pour les timbres. Et je lui ai mis une catégorie E, exonérée de taxes. Et j'ai été chercher le motif d'exonération qui correspond au timbre. Alors il se trouve que quand on regarde alors je ne sais plus là si j'ai encore l'article dans Légifrance, oui je l'ai là, c'est celui-là. Il se trouve que ce qui exonère les timbres, c'est marqué ici, vous voyez dans le CGI, on est dans l'article 261C, alinéa 3, les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux et de timbres poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France. Sachant que le début de l'article, c'est sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. Et donc, en fait, il y a un code VATEX, un code d'exonération de TVA, qui s'applique spécifiquement à l'article 261C alinéa 3 qui s'applique pour les timbres. Et donc du coup c'est celui que j'ai sélectionné, VATEX FR CGI 261 3 et qui est bien cet article de loi spécifique. Donc si vous avez différents motifs d'exonération qui vous permettent d'avoir des ventes exonérées de TVA, il faudra dupliquer cette taxe pour avoir différentes taxes 0% exonérées, en mettant bien pour chacune le bon code d'exonération qui correspond. Et si vous ne l'utilisez pas, vous désactivez la taxe, vous l'archivez, parce que maintenant ça sera bloquant si vous avez une taxe de type catégorie E et que le champ ici n'est pas correctement renseigné. Donc voilà, sur les taxes, un dernier point important, c'est que pour la TVA sur les débits, TVA sur encaissement, ça c'est des données structurées qui se retrouvent dans le fichier XML des factures qui vont être échangées. Et donc, si vous avez le module de TVA OCA qui est installé, le module de déclaration de TVA OCA qui est installé, du coup ça se configure dans la configuration du module, c'est ça là, donc votre régime, est-ce que vous êtes en TVA sur les encaissements? Donc là on a mis TVA sur les encaissements. Mais si le module OCA de déclaration de TVA n'est pas installé, à ce moment-là, alors là c'est un petit peu plus bancal, mais j'y peux rien, c'est le modèle de données natif Odoo, c'est que en fait, il faut que ça soit configuré sur la taxe. Donc, alors là je pense que le champ est masqué, mais quand le module de TVA OCA n'est pas installé, vous avez un champ qui permet de dire est-ce que c'est TVA sur les débits, TVA sur encaissement. Et comme c'est une propriété de la taxe, et alors qu'en fait c'est une propriété dans le XML de la facture, c'est une propriété globale, il prendra l'information sur la première ligne de facture et c'est l'information qui sera utilisée pour l'ensemble de la facture. C'est pour ça que je vous recommande d'utiliser le module OCA de déclaration de TVA pour éviter ce défaut. Troisième endroit où il y a des codes UNECE, c'est sur les modes de paiement. Et donc là, il faut aller sur le menu méthode de paiement technique. Et là, vous allez trouver ici la dernière colonne qui est le code UNECE. Donc, par exemple, pour un virement, le code UNECE c'est 30. Pour un prélèvement CEPA, c'est 59. Voilà, donc pour les différentes méthodes de paiement que vous utilisez, il faut trouver le bon code UNECE et le configurer ici si ce n'est pas déjà fait. Donc, 3 endroits où il y a les codes UNECE, les unités de mesure, les taxes, les modes de paiement. Après, on va aller faire un tour sur la page de configuration de la comptabilité, puisqu'il y a toute une section ici qui s'est rajoutée, qui s'appelle facturation électronique en France. Donc, vous voyez, avec pas mal de paramètres de configuration, on va les passer en revue. Donc, le choix de la plateforme agréée, voilà, donc aujourd'hui on supporte SuperPDP, mais à terme il y en aura d'autres ici qui seront proposés très certainement. La méthode d'authentification, donc ça évidemment c'est important, il y a 2 méthodes d'authentification sur SuperPDP. Soit vous êtes authentifié avec la première méthode, en fait, avec cette première méthode vous récupérez un client ID, client secret, donc vous le récupérez sur le site de SuperPDP, un client ID, client secret par société, donc il faut le renseigner ici, le client ID, client secret. Mais il y a une deuxième méthode qui est celle que nous, à Crétion, en tout cas, on utilise avec nos clients pour les rattacher à notre compte SuperPDP. C'est cette méthode code d'autorisation. Et donc, elle nécessite qu'on ait au préalable renseigné une clé, enfin un client ID spécifique à Crétion dans le fichier de config du serveur Odoo. Et une fois que c'est fait, ensuite on lance ce qu'on appelle l'onboarding. On lance le tunnel d'inscription, on va dire ça comme ça,
avec ce bouton. On le verra tout à l'heure dans cette procédure d'onboarding quand on est dans la méthode d'authentification, le code d'autorisation. Ensuite, ça c'est un champ, alors normalement on n'y touche pas, c'est en fait là on vient stocker la date de dernier import du flux, ça lui permet d'importer les nouveaux flux depuis le dernier import grâce à cette date, donc sauf cas particulier, ce champ il se met à jour tout seul, on n'y touche pas. On peut choisir le format qui est utilisé pour envoyer des factures à Super PDP, donc on a le choix entre le format FactureX, mais on peut aussi envoyer en UBL tout simple, ou en UBL en mettant dans l'UBL le fichier PDF, ce qui permet de s'assurer que le lisible, c'est notre lisible et pas un lisible automatique généré par la plateforme agréée du destinataire. Et puis on peut même envoyer au format Cross Industry Invoice, donc en pur XML C2I ou en pur XML C2I avec un fichier PDF embarqué. Voilà, bon, nous on va être sur FactureX, mais les autres formats marchent bien. Alors, on a rajouté une option qui permet, dans le cas où on reçoit un refus ou un rejet sur une facture, d'automatiser le fait de générer un avoir interne, puisque quand on a un refus ou un rejet, il faut générer un avoir interne. Et donc avec cette option, Odoo le fait automatiquement dès qu'un refus ou un rejet est reçu sur une facture ou un avoir client. Ensuite, on a d'autres options qui ont tous trait au cycle de vie, la possibilité d'envoyer automatiquement certains cycles de vie. Bon, c'est tout à fait optionnel, hein, mais ça peut être intéressant. En tout cas, c'est des options qui sont activées par défaut. Le fait d'envoyer un cycle de vie pris en charge quand Odoo a récupéré la facture auprès de la plateforme agréée. Ça, c'est cette option-là. Le fait d'envoyer automatiquement un cycle de vie approuvé quand on confirme la facture, si on ne l'a pas déjà fait à la main, si on n'a pas déjà fait un approuvé à la main. Troisième possibilité, le fait d'envoyer un cycle de vie paiement transmis quand on a validé un ordre de virement SEPA dans Odoo. Donc quand on a utilisé le module de virement SEPA d'Odoo et qu'on a été jusqu'à la dernière étape paiement transmis à la banque, et ben, il propose, si cette option est cochée, d'envoyer automatiquement un cycle de vie paiement transmis avec le montant du virement qu'on a réalisé. Ensuite, on a la possibilité quand on reçoit des cycles de vie qui nécessitent notre attention, donc par exemple quand on reçoit un cycle de vie litige ou un cycle de vie refus ou des cycles de vie de ce style-là qui reflètent un problème à investiguer, donc on a la possibilité de créer automatiquement une activité et de dire qui reçoit l'activité, le ou les utilisateurs qui seront sélectionnés dans cette liste-là. Donc si on met rien et qu'on coche cette case, par exemple, on peut dire ok, cette case elle dit l'activité elle sera il y aura une activité pour le commercial sélectionné sur la facture, et si cette case-là est cochée, il y aura aussi une activité pour la personne qui avait créé la facture. Donc celui qui avait créé la facture dans Odoo, il recevra, voilà. Donc si ça c'est vide et qu'on coche là, chez moi ces deux cases là sont cochées, il y aura à la fois une activité pour celui qui a créé la facture et une activité pour le commercial. Bon, c'est peut-être la même personne d'ailleurs, mais voilà. Ensuite, il y a tout un ensemble de paramètres qui touchent à la gestion de l'annuaire, avec différents cas un peu particuliers qui sont... ce premier paramètre, il a trait à la tâche programmée qui met à jour les lignes d'annuaire sur les partenaires pour lesquels la synchronisation date de plus de 30 jours. Alors ce 30 justement, donc il est configurable. L'idée c'est que la tâche programmée elle s'exécute tous les jours, et donc tous les jours il regarde ceux qui ont été synchronisés depuis plus de 30 jours et il refait une synchro d'annuaire pour ces partenaires-là, histoire de s'assurer que les lignes d'annuaire sont globalement dans Odoo à jour, en tout cas qu'elles ne datent pas de plus de 30 jours, mais encore une fois ce 30 est configurable. Ensuite, on a pensé, surtout pour cette phase de transition là, sur août, septembre, octobre, où il va y avoir beaucoup de gens qui vont rejoindre l'annuaire, que tous ceux qui sont dans l'annuaire en tant que assujettis, entité privée assujettie à TVA, mais encore inactifs, et bien ça, on refait une synchronisation d'annuaire tous les 5 jours, parce qu'en gros, ils vont apparaître fin août, début septembre dans l'annuaire, et du coup,
tous les 5 jours, tant qu'ils sont au statut inactif dans l'annuaire. C'est-à-dire inactif, c'est-à-dire qu'il est assujetti à la TVA, mais qu'il n'a pas encore activé son adresse de facturation. Et ben du coup, tous les 5 jours, on essaie de faire une synchro d'annuaire, enfin la tâche programmée essaie de faire une synchro d'annuaire. Alors, ensuite, on a cette option-là qui concerne la validation des factures clients. Et donc, on a cette fonctionnalité de dire, quand je valide une facture client, je vais vérifier que la ligne d'annuaire est toujours d'actualité. Donc, ce n'est pas une ligne d'annuaire qui aurait été désactivée entre-temps, par exemple. Parce que, voilà, même si on a des synchros potentiellement de moins de 30 jours, entre les 30 jours et aujourd'hui, elle aurait pu être désactivée, cette ligne d'annuaire, ça pourrait arriver. Et donc, soit on dit non, et dans ce cas-là, il ne fait pas de requête lors de la validation d'une facture client. Et si on dit oui, là, il y a 2 sous-choix, c'est soit oui, et si la requête échoue, alors c'est bloquant pour la validation de la facture, donc ça vous empêchera de valider votre facture, ce qui est peut-être un peu too much. Donc on a cette deuxième option qui est de dire oui, on fait une requête d'annuaire quand on valide la facture. Bon, sauf si la dernière synchro date d'aujourd'hui. Évidemment, si c'est date d'aujourd'hui, ça ne sert à rien de refaire une requête. Mais s'il voit que la dernière synchro est dans le passé, à ce moment-là, il essaie de faire une synchro. Et si techniquement ça échoue parce que, je sais pas, le serveur de la PA est down ou pour une raison technique quelconque, à ce moment-là, il laisse quand même la facture se confirmer. Il n'en fait pas un problème bloquant. On a le même genre d'option au niveau de la commande client. En sachant que là, la petite différence, c'est que, donc ça c'est la même option sur la commande, sauf que là, c'est pas une synchro d'annuaire dès que la date de dernière synchro est dans le passé, mais c'est une synchro d'annuaire quand la date de la synchro date de plus de un certain nombre de jours, et c'est ce certain nombre de jours qui est paramétré dans ce champ, deuxième champ ici. Donc par défaut c'est 30, mais vous pouvez changer si je me dire, allez, si la ligne d'annuaire date de plus de 20 jours, au niveau de ma commande, il refait une synchro du partenaire. Voilà, je change la valeur. Et ensuite, on a ici une option qui permet de dire, pour l'instant, moi je suis une PME, donc l'obligation d'émettre, elle est à partir de 1er septembre 2027 et pas 1er septembre 2026, où là l'obligation d'émettre concerne les grandes entreprises et les établissements de taille intermédiaire. Et donc, si on ne veut pas émettre tout de suite, on coche cette case pour dire je désactive l'envoi des factures clients. Alors, ça désactive pour les clients en B2B, pas la facturation du secteur public, parce que vers Chorus, ça reste obligatoire. Et donc, voilà, si on veut utiliser les modules, mais sans émettre les factures, on coche cette case. Par contre, il faudra la décocher avant septembre 2027. Bon, peut-être que d'ici là, d'ailleurs, l'option, elle aura disparu, puisque après, quand ce sera obligatoire pour tout le monde, cette option n'aura plus aucun intérêt. Voilà un petit peu les nombreuses options qu'il y a au niveau spécifiquement pour la réforme de la facturation électronique. Et je voulais aussi vous montrer une ou deux autres options qui sont cette partie qui concerne la partie facturation électronique, pas spécifiquement pour la réforme, mais la facturation électronique. En fait, on a du coup cette option qui permet de dire quand les factures que Odoo génère en PDF, alors là je ne parle pas de celles qui sont envoyées à la plateforme agréée, je parle de celles quand on appuie sur le bouton print ou quand on envoie par mail. Là on a le choix de dire, ok, est-ce qu'on veut un PDF simple, parce que voilà, on se réserve peut-être Facturix pour la plateforme agréée, mais on ne veut pas faire du Facturix quand on envoie une facture par mail. Bon, moi je trouve que ça serait dommage, mais dans ce cas-là, on sélectionne comme ça vide. On peut dire je veux du Facturix. On peut dire je veux du Facturix et en plus du fichier facturix.xml que format Cross Industry Vault, je veux en plus un fichier UBL, puisque la norme Facturix permet d'avoir les deux, comme ça qui peut le plus, peut le moins. Comme ça pour les amoureux de l'UBL, ils auront leur fichier XML en UBL dans les pièces jointes du PDF. On peut dire, je veux, pour ceux qui n'aiment pas la norme Facturix, je veux que dans mon PDF, il y ait une pièce jointe UBL, et c'est tout, pas de pièce jointe au format Cross Industry Invoice. Et puis, bon, là, c'est l'équivalent du choix vide, c'est-à-dire, non, je veux juste un PDF sans rien de spécial. Bon, nous, on aime bien Facturix, donc on fait du Facturix. Et puis, là, donc ça, c'est un truc un peu technique, donc ça concerne plutôt les développeurs qui mettent en place les solutions. En fait, pour valider ce qu'on appelle le schématron,
Ça c'est important, ça permet de vérifier que tout le XML qu'on génère, que ce soit les XML pour des factures ou les XML des cycles de vie sont bien conformes à ce qui est autorisé par les normes et donc la plateforme agréée. Et donc diminuer le risque de rejet, on utilise un serveur Saxon extérieur pour faire cette validation chez Matron. Et donc là, on doit spécifier, si ce n'est pas l'URL par défaut du serveur Saxon qui est cette URL-là, et ben si c'est une URL différente, il faut la spécifier ici. Voilà, donc je parle du serveur Saxon qui est ce projet-là sur GitHub et qui permet de valider les schémas Matron par un appel web service. Voilà pour ces deux autres paramètres sur lesquels je voulais attirer votre attention. Et ensuite, je voulais vous montrer un dernier point sur la partie paramétrage qui intéressera uniquement les personnes qui ont fait le choix d'avoir plusieurs lignes d'annuaire et qui veulent pouvoir router, et qui ont plusieurs journaux d'achat, qui veulent pouvoir router automatiquement les factures vers le bon journal d'achat en fonction de la ligne d'annuaire qui est utilisée sur laquelle le fournisseur a envoyé la facture. Et donc sur vos journaux d'achat, vous avez dans le deuxième onglet, la paramètres avancés, la possibilité de sélectionner les lignes d'annuaire, ici une ou plusieurs, pour lesquelles vous voulez que ça soit aiguillé automatiquement vers le journal d'achat. Donc si vous dites, voilà, je veux que quand c'est telle ligne d'annuaire, ça aille dans le journal d'achat. Par exemple, si vous avez deux journaux d'achat, un journal d'achat pour les fournisseurs triés sur le volet, sélectionnés, et un autre pour un journal d'achat dédié aux frais professionnels, où là, évidemment, il y a c'est les restaurants, les péages, les machins, les parkings, c'est pas des fournisseurs sélectionnés. Et donc vous faites deux lignes d'annuaire, une pour les fournisseurs sélectionnés, l'autre pour les frais professionnels par exemple. Et donc sur le journal d'achat note de frais, vous allez sélectionner la ligne d'annuaire frais professionnels, et sur le journal d'achat normal, vous sélectionnerez l'autre par exemple. Voilà, c'est un exemple. On a cette fonctionnalité-là qui est présente dans le module. Voilà, on a fait le tour du paramétrage. On va maintenant s'intéresser à l'inscription avec SuperPDP. Donc pour initier l'inscription, donc quand on est sur la méthode code d'autorisation, donc ça c'est le cas où que nous à Création en tout cas on utilise avec nos clients qui seront rattachés à notre compte SuperPDP. Et donc, il faut qu'on soit donc sur cette deuxième méthode d'authentification. Et donc, ça fait apparaître ce bouton-là. Donc, on clique sur ce bouton et on va être renvoyé sur le tunnel d'inscription de SuperPDP. Donc, vous voyez, ça ouvre un autre onglet sur le site de SuperPDP. Et alors, normalement, on a d'abord la première étape. Là, je suis sur la sandbox parce que je suis en test. Je ne peux malheureusement pas faire la démonstration en vrai ici. Et donc, première étape, déjà, on doit renseigner une adresse mail qui sera l'adresse mail du compte SuperPDP de la société. Donc, peut-être utiliser une adresse mail générique et pas l'adresse mail personnelle du comptable. Ça ne serait pas pratique le jour où il part. On serait gêné. Donc, vous créez votre... Voilà. Quand vous renseignez l'adresse mail, il vous envoie un code de vérification. Donc, voilà, vous recopiez le code de vérification. Ensuite, la deuxième étape, entreprise, normalement, elle devrait être sautée parce que comme dans la requête qu'on envoie à SuperPDP avant de lancer ce tunnel, on a précisé le numéro sirène, et du coup, l'entreprise, il la reconnaît automatiquement avec son sirène, et donc ça passe directement à l'étape 3, accord formel. Et donc là, on va dire, oui, je donne mon accord formel pour envoyer des factures électroniques et inscrire à ma demande des adresses électroniques de facturation dans l'annuaire pour recevoir des factures, puisque c'est la plateforme agréée qu'on a choisie qui nous met à jour nos entrées dans l'annuaire. Je souhaite participer à la phase pilote pour démarrer dès maintenant avant le lancement officiel de la réforme au 1er septembre 2026. Oui, vous inquiétez pas. Hein, nous, on est dans l'annuaire depuis plusieurs semaines, on n'a encore reçu aucune facture. Et on va dire, je souhaite inscrire mon adresse électronique, donc ça en fait c'est mon sirène normalement là, pour recevoir des factures avec effet immédiat. On peut demander éventuellement un effet décalé au 1er septembre. Donc on fait ça, et pour ceux qui feraient le choix d'avoir plusieurs lignes d'annuaire, en fait on fait d'abord ça, et ensuite... Une fois que le tunnel d'inscription est terminé, ensuite vous connecterez à votre compte SuperPDP et vous pourrez créer vos lignes d'annuaire supplémentaires. Donc là, je fais avec effet immédiat, comme ça c'est beaucoup plus simple, ça permet de voir tout de suite qu'on est dans l'annuaire, etc. C'est beaucoup mieux. Donc je clique sur Suivant. Ensuite, alors normalement il y a une étape de vérification d'identité. Et donc là, ils le font avec un partenaire qui s'appelle Datakin, et qui est spécialisé sur le créneau de la vérification d'identité. Et donc il faut que ça soit
le gérant ou le président dans le cas d'une SAS dont il faut avoir sa pièce d'identité. Il n'y a pas besoin qu'il soit présent physiquement, mais il faut avoir sa pièce d'identité. Il y a deux façons de faire. Soit on le fait depuis un smartphone, donc en fait on aura un QR code à l'écran, on vient scanner le QR code avec son smartphone, et du coup après on prend en photo la pièce d'identité avec l'appareil photo du téléphone, et on suit la procédure sur le smartphone. Soit on le fait avec son navigateur web, et là il y a deux possibilités. Soit on dépose un scan qu'on a réalisé au préalable de la pièce d'identité du gérant ou du président dans l'interface web de Datakin, soit on le fait avec la webcam de l'ordinateur en mettant la pièce d'identité devant la webcam. Donc c'est une carte d'identité française, c'est recto, ensuite verso, c'est un passeport, c'est juste la page du passeport où il y a la photo d'identité. Et ensuite, donc, Datakin scanne cette pièce d'identité, vérifie qu'elle correspond bien à la pièce d'identité du gérant ou du président. Et ensuite, voilà, vous verrez, il y a toute une série d'étapes. La dernière est un petit peu plus longue, elle prend 1 ou 2 minutes, donc il faut avoir un petit peu de patience. C'est là où ils font tourner leurs algorithmes pour vérifier la pièce d'identité. Et ensuite, une fois que vous avez passé cette étape, et ben vous revenez dans l'interface de SuperPDP. Et vous avez passé à la dernière étape. Et donc la dernière étape, c'est, donc pour les clients d'Accrétion par exemple, ça sera j'autorise Accrétion à gérer mon compte SuperPDP. Accrétion aura accès à mes factures pour envoyer mes factures et gérer mes lignes d'annuaire. Parce que vous êtes rattaché à notre compte SuperPDP, mais vous aurez quand même la possibilité, de vous loguer sur votre compte. C'est plus un rattachement, notamment pour la partie facturation. Donc là, j'autorise. Et une fois qu'on a validé cette dernière étape, on est renvoyé sur Odoo avec ce message onboarding réussi, vous pouvez fermer cet onglet. Donc ça veut dire qu'on a bien réussi le tunnel d'inscription et qu'on a récupéré nos refresh tokens, c'est-à-dire nos jetons d'accès à SuperPDP qui vont nous permettre après d'envoyer des requêtes, que ce soit des requêtes d'annuaire ou des requêtes d'envoi ou de réception de flux. Voilà, donc voilà un petit peu ce tunnel d'inscription. Une fois qu'on a passé ce tunnel d'inscription, on a un bouton ici pour tester l'API, donc ça peut être une bonne chose d'enchaîner juste après. Et donc quand je clique sur Test API, il me dit voilà, connexion établie avec succès avec l'API de SuperPDP. Donc il a fait une première requête d'API toute simple. Il a fait une requête d'une requête qui est dédiée au test d'API, et ça a bien marché, d'où ce message en vert en haut à droite. Ensuite, on a un autre bouton, un troisième bouton qui est là, vérifier la configuration pour la facturation à la norme européenne, donc c'est la norme qui est utilisée pour la facturation électronique. Donc je vous invite à cliquer sur ce troisième bouton, et là il me dit que tout est bien configuré. Donc en fait il fait un certain nombre de vérifications sur notamment le paramétrage des taxes. Par exemple, ce que je montrais tout à l'heure, vérifier que les taxes exonérées ont bien un motif d'exonération par exemple. Si ce n'est pas le cas, il vous fait un message d'erreur avec toutes les erreurs qu'il a relevées sur la configuration des taxes. Il va aussi vérifier que, notamment sur la précision décimale, parce que la norme européenne impose, par exemple, on ne peut pas aller au-delà de 4 chiffres après la virgule sur la précision des prix, ou pas au-delà de, je ne sais plus combien de chiffres après la virgule sur la précision des quantités. Donc il va vérifier tout ça, et si ce n'est pas le cas, il vous fait un message d'erreur explicite, il vous rappelle, il vous dit voilà, la précision décimale de telle chose ne doit pas dépasser telle valeur. Et donc à vous après d'ajuster votre paramétrage, et surtout si ça touche à la pression décimale, surtout de bien réfléchir aux conséquences d'un éventuel changement de paramétrage qui dans ce cas-là n'est pas forcément anodin. Ensuite, une fois que vous avez fait cette inscription dans l'annuaire, il y a une étape importante. Donc normalement, une fois que vous avez fait l'onboarding avec SuperPDP, et que vous avez bien dit oui, je veux apparaître dans l'annuaire. Alors, d'abord, avant ça, si jamais vous êtes dans un cas où vous voulez créer plusieurs lignes d'annuaire, il faudra vous connecter à votre compte SuperPDP. Donc vous irez sur le site de SuperPDP. Là, alors quand vous aurez fait le tunnel d'onboarding, vous aurez un compte, mais vous n'aurez pas encore de mot de passe associé. Donc dans ce cas-là, vous faites connexion, et vous faites connexion comme si vous aviez déjà un compte, et vous faites la procédure de reset de mot de passe. Donc, bon, moi je suis déjà authentifié là, mais si par exemple je vais en session privée là, donc je fais connexion en fait,
Et là, vous faites mot de passe perdu, vous renseignez l'email que vous avez utilisé pour la première étape du tunnel d'inscription de SuperPDP et vous recevez dans votre boîte mail donc le lien pour définir un nouveau mot de passe. Et après, vous aurez accès à votre compte. Voilà, donc je me connecte ici, là je suis sur le compte d'Accrétion. Et donc dans l'hypothèse où vous voulez créer des lignes d'annuaire supplémentaires et pas juste la ligne d'annuaire à la MySirène qui est la ligne d'annuaire créée par défaut, et bien là, vous devez voir là le nom de votre société et vous faites nouvelle ligne d'annuaire. Et donc là, si vous voulez un truc à la MySuffix par exemple, une ligne d'annuaire qui s'appellerait frais professionnels par exemple, et là vous pouvez créer votre ligne d'annuaire supplémentaire. Alors, je ne vais pas le faire pour de vrai parce que là on est sur la prod, mais voilà, et je vous invite d'ailleurs à lire la documentation très bien faite de SuperPDP qui explique quels sont les caractères autorisés dans les lignes d'annuaire et quels sont ceux qui ne le sont pas. Donc voilà, c'est bien expliqué sur cette documentation-là. Voilà. Bon, ça c'est pour les quelques-uns. Je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée de créer de multiples lignes d'annuaire. Il faut vraiment avoir une bonne raison, à mon sens, parce que ça complique un peu le travail vis-à-vis des fournisseurs qui doivent choisir après la bonne ligne d'annuaire. Enfin, voilà, c'est pas croire que c'est une idée géniale de créer plein de lignes d'annuaire sans raison, sans bonne raison. Une fois que vous êtes inscrit que vous avez fait, donc vos lignes d'annuaire sont prêtes. En fait, elles sont prêtes au niveau de SuperPDP, mais SuperPDP va se synchroniser avec les serveurs de la DGFiP, donc on va dire avec le portail public le PPF, qui voilà, aujourd'hui désigne uniquement l'annuaire géré par Bercy. Et ça, il se synchronise toutes les nuits normalement. Donc normalement, le lendemain matin de votre inscription SuperPDP, vous devriez voir que sur l'annuaire de la réforme, donc là je vous invite à aller sur l'annuaire en ligne géré par l'État. Donc il faut passer d'abord le CAPTCHA. YZQAT, voilà, si je ne me suis pas trompé. Vous allez dans l'annuaire et vous tapez le sirène de votre entreprise. Donc par exemple, alors je me souviens plus du par cœur du sirène d'Accrétion, je suis désolé. Donc je vais taper par exemple ici le sirène d'Accrétion et je vais voir qu'elle est bien active dans l'annuaire. Voilà. Par contre, quand elle ne l'est pas encore, donc le jour même, vous verrez, ça serait marqué non avec en couleur rose. Et donc il faut attendre normalement le lendemain matin, ça passera comme ça à vert. Donc surveillez l'apparition le lendemain matin. Alors la dernière fois, j'ai constaté que parfois ça marche pas à J+1, mais parfois il faut attendre 1 ou 2 jours de plus. Je sais pas. Une fois j'ai vu ça chez le dernier client chez qui j'ai fait une inscription. Mais normalement c'est censé être vraiment synchronisé chaque nuit, sauf souci particulier. Et donc une fois que vous avez vu que votre adresse est bien active dans l'annuaire, il faut retourner sur la page de configuration d'Odoo et cliquer ici sur un troisième bouton. Alors là on ne le voit pas parce que ça a déjà été fait pour cette entité. Mais si je le fais sur... alors attendez, il faudrait que je le fasse sur une entité où... alors attendez, je vais préparer je fais une petite pause en préparant la démo de ce point-là particulièrement. Voilà, donc là, la démo est prête. Donc je disais juste après le lendemain, donc en supposant que vous ayez constaté donc là je le fais, voilà, je constate sur l'annuaire en ligne officiel que l'adresse de facturation est bien active, donc je reviens à ce moment-là dans Odoo, et j'ai donc ce quatrième bouton, la compagnie Directory Sync qui apparaît, donc je clique dessus, et on va lancer du coup la synchro annuaire sur ma société, donc sur notre entité à nous. Et alors, quand on n'a qu'une seule ligne d'annuaire, ce qui est le cas là, normalement ça doit marcher là du premier coup. Il nous dit voilà, elle a une ligne d'annuaire et la synchro a réussi. En fait, il n'a pas simplement... Il a fait 2 choses en réalité. Il a été sur la fiche partenaire qui est liée à la fiche de la société et il a téléchargé, fait la synchro d'annuaire. Donc ça c'est ce qu'on verra à l'étape d'après. Hein. Donc il a fait ça. Et là, il a fait la synchro d'annuaire, il a téléchargé la ligne d'annuaire. Mais il a aussi été renseigné cette ligne d'annuaire sur
les factures en brouillon, enfin les factures et puis les factures depuis la dernière log date pour que pas que vous ayez de blocage sur les factures, notamment les factures brouillon que vous allez valider après. Vous n'avez pas de blocage lié au fait que vous n'auriez pas les lignes d'annuaire de votre société, etc. Donc il y a un aspect rétroactif qui est important et c'est pour ça qu'il faut le faire depuis ce bouton-là pour pas avoir de problème. Et si vous avez plusieurs lignes d'annuaire, cet assistant il est à 2 étapes, parce qu'à l'étape d'après, il vous demandera de sélectionner quelle ligne d'annuaire vous voulez par défaut. Et donc c'est la ligne d'annuaire ici. Bon, quand il n'y en a qu'une, on s'en fiche, hein. Il n'y a pas besoin de la sélectionner, mais quand il y en a plusieurs, ça permet de savoir, voilà, quand vous émettez des factures, quelle ligne d'annuaire vous voulez avoir comme émetteur de la facture. Puisqu'on est censé aussi avoir une ligne d'annuaire à l'émission. Sélectionner une ligne d'annuaire à l'émission, c'est quelque chose qui est obligatoire quand on fait de la facturation électronique. Donc voilà, donc ça c'est la dernière étape à faire une fois que vous voyez que vous êtes actif dans l'annuaire. De toute façon, si ce n'est pas encore le cas, l'assistant il vous dit, bah voilà, vous n'êtes pas encore actif dans l'annuaire, réessayez demain. Ça sert à rien d'essayer avant le lendemain, puisque de toute façon, normalement les synchros entre les PA, elles ont lieu qu'une fois par jour, d'après mes informations. Alors, justement, passons à la 3e étape de cette formation, qui est justement la gestion de l'annuaire. Donc, la gestion de l'annuaire, ça se passe sur les fiches partenaires, donc en l'occurrence les fiches clients, hein. On n'a pas besoin de récupérer les lignes d'annuaire, en tout cas, ce n'est pas obligatoire de le récupérer pour les fournisseurs. Mais sur la fiche d'un client, alors déjà première chose, avec donc ces nouveaux modules, alors attendez, je vais rebasculer sur une autre l'entité de la sandbox de Super PDP. Donc quand on est ici sur une fiche client, et ben maintenant, quand on est sur une société ici avec pays France, et ben il nous rappelle qu'on doit renseigner un numéro sirène ou un numéro de TVA. Si c'est une entité publique, une administration, il faut le SIRET. Parce que voilà, maintenant on doit avoir un numéro de TVA pour pouvoir facturer cette entité. Donc il y a ce bandeau qui nous le rappelle. Donc là par exemple, je vais on va d'abord faire un cas simple qui est donc par exemple on va créer une fiche client un client qui a une seule ligne d'annuaire. Donc par exemple, je prends le Forum national de la facture électronique, par exemple. Donc très bien, je mets son adresse et puis je vais mettre soit son numéro de TVA si je le connais, ou sinon son sirène. Très bien. Voilà. Et ici, donc j'ai ce nouveau bloc dans l'onglet Vente et achat, facturation électronique en France, statut de l'annuaire, etc. Et puis j'ai ce bouton synchronisation de l'annuaire. Donc je vais cliquer dessus, et là, il me dit annuaire mis à jour, une ligne d'annuaire créée. Il me dit donc c'est une entité privée assujettie à la TVA. Il me donne le nom de cette entité dans l'annuaire, donc ça permet de voir si je me suis pas... c'est un nom qui est cohérent par rapport à ce que je pensais. Voilà, je sais bien le forum national. Alors là, il est écrit en toutes lettres, c'est pour ça que c'est pas exactement le même nom, mais au moins ça permet de voir que oui, je suis pas sur une entité qui n'a rien à voir. On stocke le sirène ici qui a été utilisé pour requêter l'annuaire. Pourquoi ? Ça c'est utile parce que ça permet de détecter quelqu'un qui derrière, après avoir récupéré les lignes d'annuaire, serait venu changer le sirène. Et donc ça déjà c'est vraiment pas bien parce que du coup vous avez récupéré les lignes d'annuaire pour un certain sirène et après vous faites passer pour un autre en changeant le sirène et ça c'est quelque chose qu'on détecte grâce à ce champ là qui est en lecture seule. Et par exemple si là vous mettez autre chose, bon alors là peut-être que la clé de compte, voilà, mais il y aura, attention, le numéro de ce partenaire a été modifié, vous devrez créer un nouveau partenaire à la place et en plus après ça bloque sur les commandes, les factures, si derrière vous essayez de faire une commande, vous serez bloqué. Donc ça permet de détecter des gens qui modifieraient des sirènes sur des fiches clients existantes. Voilà. Donc là, on a une seule ligne d'annuaire. Donc là, on va aller la consulter. Alors évidemment, en plus, la ligne que j'ai mise, elle est pas juste. Voilà.
Donc si je regarde la ligne d'annuaire, donc c'est une ligne d'annuaire à la maille sirène, donc c'est simplement le sirène de l'entité qui est bien actif. Et donc là, rien d'extraordinaire. Et du coup, quand il n'y en a qu'une, ça sert à rien de sélectionner une ligne d'annuaire par défaut. Là, ça n'a pas d'intérêt. Et du coup, quand je vais créer une commande pour ce client, il va automatiquement mettre la ligne d'annuaire, parce que comme il n'y en a qu'une, il n'y a pas de question à se poser, il la prend, et voilà, donc là si je mets un article quelconque, voilà, et donc cette ligne d'annuaire, elle va ensuite, si je confirme la commande et que je procède à la livraison, et ben du coup, cette ligne d'annuaire qu'on a mis sur la commande, elle va se recopier sur la facture, elle suit le chemin habituel, hein, recopie, commande, facture. Ici, on retrouve bien ma ligne d'annuaire. Et là, je vais pouvoir, par exemple, confirmer la facture et ensuite l'envoyer à la plateforme. Bon, là, pour l'instant, on se concentre sur l'annuaire. On verra après les envois. Donc, voilà un petit peu ce champ ligne d'annuaire qui est donc rattaché d'abord au partenaire. Et ensuite, on sélectionne une ligne d'annuaire sur la commande. Et ensuite, ça se recopie de la commande à la facture. Si on crée une facture directement, on sélectionne sur la facture. Donc là, comme ce client-là avait une seule ligne d'annuaire, il y avait, c'est pour ça qu'il l'avait sélectionné automatiquement. Maintenant, on va faire l'exemple d'un client qui a plusieurs démo 1 multilignes. Voilà. C'est un client multiligne, donc c'est une entreprise française. Et alors, j'ai le sirène d'une entité qui est avec plusieurs lignes d'annuaire actifs. Et je clique sur le bouton ici pour synchroniser l'annuaire. Et donc, il a téléchargé 8 lignes d'annuaire actives pour ce client dont on voit le nom ici. Alors, on va voir ces 8 lignes d'annuaire. Ici, voilà, on les voit, ils sont à la maille suffixe. C'est pour ça qu'on voit le sirène underscore, un certain nombre de caractères derrière qui correspondent au suffixe. Et imaginons que nous, le client nous a dit, là, pour cette commande, je veux, et pour les autres, voilà, quand on travaille ensemble, s'il vous plaît, facturez-moi toujours sur la ligne d'annuaire 0,1,080, par exemple. Donc, si c'est le cas, si on a l'habitude de facturer toujours la même ligne d'annuaire, on peut la sélectionner ici par défaut. Et comme ça, si on a fait ça, quand on crée une commande pour ce client, c'est du coup cette ligne d'annuaire-là qui sera sélectionnée par défaut. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la modifier, parce que là, évidemment, comme il y en a plusieurs, voilà. Mais c'est celle qui viendra par défaut, et si finalement, pour une commande particulière, il nous a demandé de facturer sur la 0,44, je peux modifier sur une commande, mais à la prochaine, par contre, il reviendra avec cette ligne d'annuaire par défaut. Cette ligne d'annuaire par défaut, on l'a ici au niveau de l'entité de la société directement, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut avoir sur un contact de facturation. Donc si j'ai un ou plusieurs contacts de facturation, et je dis, là, c'est le contact de facturation qui s'appelle le site de Marseille, par exemple. Et bien là, il me demande d'avoir une ligne d'annuaire, par exemple, à 0,81 et pas à la 80. Et donc, du coup, quand je vais facturer cette adresse-là, et du coup, quand j'aurai sélectionné, voilà, c'est l'autre, la ligne d'annuaire 0,80 qui sera sélectionnée par défaut. On va le voir ici. Voilà, ceux qui ont utilisé Connecteur Chorus, ils sont habitués à pouvoir sélectionner un code service par défaut sur un contact de facturation. Voilà, ça ressemble tout à fait à ça. Donc là je suis adresse de facturation démo 1, site de Marseille, et du coup, il m'a ramené par défaut la ligne d'annuaire du contact de facturation qui est sélectionné là. Si je change et que je dis pas et que je mets en adresse de facturation l'entité mère, et hop, il change et c'est la ligne d'annuaire par défaut de l'entité mère. Donc voilà, on peut la sélectionner donc sur le partenaire parent, mais aussi sur les contacts de facturation. Après, au niveau alors, on sait aussi, par exemple, l'annuaire permet aussi de savoir qu'une entité a été fermée, par exemple, quand une société a fait faillite ou autre. Société, voilà. Donc je mets une entité française et il se trouve que malheureusement cette société est fermée. Et donc ça, il le sait dans l'annuaire. Donc là, hop, on sait que l'entreprise s'appelait Crocodile SAS
Donc c'est une entité qui est clôturée. Il nous le rappelle ici par un bandeau d'avertissement. D'après l'annuaire, cette entité a été clôturée. Et du coup, il nous bloque ici, si j'essaie de valider une facture ou une commande, voilà, j'aurai un message d'erreur bloquant me disant que cette entité est clôturée, donc c'est pas le moment de lui vendre des trucs, sinon on risque de ne jamais être payé. Voilà, je voulais vous montrer encore d'autres choses. Imaginons, alors dans les petits cas particuliers aussi, il y a par exemple aussi une entité française, on ne sait pas forcément nous si elle est assujettie à la TVA ou pas. Bon, on ne peut pas le deviner comme ça. Donc, imaginons par exemple, là j'ai une association, par exemple l'association Océa France, qui représente l'océan en France, et dont je vous invite à rejoindre cette association, n'est-ce pas? Par exemple, là, cette association, je ne sais pas si c'est une association avec secteur lucratif ou pas, si elle est assujettie à la TVA ou pas. Et donc là, quand je vais quand même, du coup, par acquis de conscience, mettre son sirène, demander une synchro d'annuaire, et là, il me dit qu'il n'est pas dans l'annuaire. Donc je sais que cette association n'est pas assujettie à la TVA. N'est pas assujettie à la TVA, donc voilà, il n'y aura pas, du coup, si je fais une commande pour cette entité, il n'y aura pas le champ ligne d'annuaire voilà, le champ ne s'affichera pas. Si on a une entité qui n'est pas encore dans l'annuaire, il nous mettra un message en couleur orange qui dira qu'elle est dans entité soumise à TVA, mais qu'elle est actuellement non encore inscrite. Donc voilà, et puis après, d'ici à septembre 2026, elle est censée être, donc les prochaines synchronisations, ça basculera en vert, et puis il récupérera à ce moment-là les lignes d'annuaire. Je voulais aussi vous faire la démonstration on va le refaire sur celui-là. Non, on va le faire sur... pourquoi non, on va le faire sur une entité comme ça, privée. Imaginons qu'on n'a pas cliqué sur le bouton pour faire... voilà, donc je vais créer une entité française. Et voilà. Je renseigne son numéro de TVA ou son numéro sirène. Très bien. Et là, je ne vais pas cliquer sur le bouton synchronisation de l'annuaire. Donc j'ai juste une entité française mais je n'ai pas synchronisé l'annuaire. Alors du coup, ce qu'il va faire, c'est quand je vais valider un devis ou une facture, c'est pareil sur une facture, et en fait, ce qu'il va faire, là, je vais faire confirmer. Et ce qu'il fait, là, en fait, c'est il a synchronisé l'annuaire à la volée. Il a vu que cette entité était assujettie à la TVA. Et il se trouve que cette entité a plusieurs lignes d'annuaire, donc il bloque parce qu'il dit aucune ligne d'annuaire n'a été sélectionnée. Alors, la petite subtilité, c'est que comme il y a un message d'erreur bloquant, les lignes d'annuaire qu'il a récupérées, elles sont supprimées, on dit rollbackées, enfin il a enlevé les infos qu'il avait récupérées dans la base de données parce qu'il y a un message d'erreur bloquant. Donc c'est pour ça qu'il faut, dans ce cas-là, cliquer sur ce bouton-là pour qu'il refasse la ligne d'annuaire, mais cette fois-ci en écrivant bien dans la base de données. Et donc c'est ce qu'il fait là. Et du coup, on voit que cette entité, donc si je retourne sur sa fiche, je vois qu'il a bien synchronisé. Il a récupéré les lignes d'annuaire, mais comme il y en a 8, il faut qu'on la sélectionne. Et donc dans ce cas-là, voilà, je sélectionne et maintenant je peux confirmer et cette fois-ci ça passe. Voilà. S'il y avait eu une seule ligne d'annuaire, il aurait directement sélectionné à la volée, il n'aurait même pas fait de message d'erreur, donc il aurait synchronisé l'annuaire à la volée. Et voyant qu'il n'y a qu'une seule ligne, il l'aurait mise et on aurait validé la facture, on n'aurait rien vu que du feu. On n'aurait vu que du feu sur... tout ça se serait fait à la volée. Alors, on a vu là sur les entités privées. Intéressons maintenant aux entités publiques. Comment ça marche pour un fournisseur de la sphère publique. Donc le principe c'est le même, mais par contre, quand on a affaire à une entité publique... il faut pas seulement le sirène, il faut le siret, parce qu'une entité publique, c'est désigné par son siret. Donc là, je vais mettre le siret d'une entité publique, et quand je vais cliquer là sur synchronisation de l'annuaire, il va me dire que c'est le secteur public, il va me ramener le nom tel qu'il est dans l'annuaire, et là, il a récupéré 281 lignes d'annuaire, parce que cette administration, elle a 281, donc c'est des codes services. Alors, c'est vrai que là je dis code routage. Code routage c'est la même notion que code service, sauf que code routage c'est le vocabulaire pour une entité privée et code service c'est le vocabulaire pour une entité publique. Mais là pour l'instant je n'ai pas adapté le vocabulaire automatiquement en fonction
voilà. Donc du coup, on voit ici, donc c'est à la maille, donc code service, parce qu'on voit ici le siren, underscore le siret, underscore le code service. Et d'ailleurs, on voit que cette administration, elle est aussi à engagement obligatoire. Donc c'est pour ça que sur toutes les lignes d'annuaire, la case numéro d'engagement, code d'engagement requis, est cochée. Et puis on a le nom là aussi du service qui correspond. Et donc, avec ça, je vais du coup créer, par exemple, un devis. Donc là, vu que je n'avais pas sélectionné de ligne d'annuaire par défaut, je vais le faire ici parce que moi, je dois facturer l'autorité de contrôle de sûreté nucléaire, par exemple, rien que ça. Et puis, comme avec le connecteur Chorus, si jamais j'oublie comme c'est une entité avec engagement obligatoire, ça nécessite un numéro d'engagement, mais la référencement n'est pas définie. Donc si j'ai oublié de mettre le numéro d'engagement, il me rappelle à l'ordre. Et après, une fois que j'ai bien mis le numéro d'engagement dans le champ référence client, ça valide. Donc ceux qui sont habitués à Chorus, ils savent que voilà, tout ça, ça bloque dans ces genres de cas. Donc sur le secteur public, on peut aussi avoir évidemment des mairies ou des petites administrations, mairies ou pas d'ailleurs, qui sont à la maille, simplement à la maille SIRET. Ici, j'ai l'exemple d'une mairie près de Toulouse qui, donc là, alors attendez, il faut que je la mette en France. Voilà, une fois que j'ai France, le champ SIRET apparaît bien. Et donc là, ici, j'ai une seule ligne d'annuaire qui est à la maille SIRET. Donc on voit le sirène underscore le SIRET. Voilà, c'est une petite... du coup, comme j'ai qu'une ligne d'annuaire, en fait, j'ai même pas besoin de la sélectionner puisqu'elle va venir par défaut. Vous voyez, quand il n'y en a qu'une, pareil, qu'une entité privée, pas besoin de s'embêter à la sélectionner par défaut, elle vient toute seule. C'est plus simple. Et puis, je voulais vous montrer dans le secteur public un dernier exemple là, on va prendre cet hôpital qui a un mixte un petit peu de services engagement obligatoire. Donc là, si je fais ça, ils ont donc 10 lignes d'annuaire. Et là, vous voyez que certains services sont... là, c'est une administration avec service ou engagement obligatoire. Donc si je sélectionne la ligne d'annuaire à la maille SIRET, j'ai un engagement obligatoire. Et il y a certains services, par exemple le service formation, le service maintenance, n'ont pas d'engagement obligatoire, et certains services ont quand même un engagement obligatoire. Donc vous voyez, là ça dépend des cas, et du coup il bloquera s'il y a un numéro d'engagement en fonction de si c'est une ligne d'annuaire avec la colonne ici qui est cochée, et qu'on n'a pas mis de numéro d'engagement dans le champ référence client, ça bloquera très, très logiquement. Donc voilà comment ça se produit aujourd'hui. Voilà, quand on a une entité qui est tout engagement obligatoire, et en fait toutes les cases sont cochées sur l'équivalent. Quand on a le connecteur Chorus, là quand c'était une administration par exemple engagement obligatoire, ça se traduit à toutes ces lignes d'annuaire ont cette case cochée. Voilà, c'est comme ça que ça a été transcrit dans les modules de la réforme. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les lignes d'annuaire. Voilà, l'idée c'est qu'on ne crée pas des lignes d'annuaire à la main pour éviter les erreurs de saisie. On a fait comme dans le connecteur Chorus, c'est synchronisé automatiquement et on évite les erreurs de frappe. Alors maintenant, on va passer à la quatrième partie de cette formation où je vais vous montrer l'envoi et la réception de factures. Et puis, en même temps, en fait, je vais vous montrer aussi les cycles de vie parce que c'est plus simple de faire la démonstration complète. Alors, on va pour ça utiliser la sandbox donc le bac à sable de SuperPDP qui permet d'utiliser deux sociétés, Tricatel et Burger Queen. Donc, dans Firefox, là, on est sur Tricatel. Je vais utiliser un deuxième navigateur, j'utilise Chrome pour... ici être sur Burger Queen, et du coup je switcherai simplement de navigateur pour passer de l'un à l'autre. Alors on va
par exemple, dans Burger Queen, on va générer une facture à destination de Tricatel. Bon, Tricatel n'a qu'une seule ligne d'annuaire, donc elle est sélectionnée ici automatiquement. Et donc je vais faire quelques lignes de facture. Alors avec la réforme, il y a une nouvelle obligation qui est que toutes les lignes de facture doivent avoir une taxe de type TVA. Il ne peut pas y en avoir plusieurs, il doit n'y en avoir qu'une seule de type TVA. Et s'il n'y en a pas, il bloque, parce que il faut toujours, quitte à ce que ce soit une taxe de TVA exonérée, mais il faut qu'il y en ait une, parce que si c'est exonéré, il y a la taxe de TVA de type exonéré, et du coup il ira lire sur cette taxe le motif d'exonération, parce que si on a une ligne exonérée, le motif d'exonération, dans la réforme, c'est obligatoire. C'est un champ obligatoire dans le XML des factures qui sont envoyées à la plateforme agréée, qui ensuite partent en copie à la DGFiP. Voilà, donc on peut avoir d'autres taxes, par exemple on peut avoir une éco-participation, ça peut arriver là, par exemple sur ce bureau j'ai une éco-participation. D'ailleurs si on jette un petit coup d'œil au paramétrage de cette taxe d'éco-participation, on voit que c'est une taxe qui n'est pas de type TVA, qui est de type, alors là j'ai mis autre, voilà, vous mettez ce que vous voulez, il ne faut pas que ça soit le type TVA évidemment. Et elle sera traitée de façon très particulière dans l'XML pour en faire en l'occurrence une charge de ligne et isoler cette taxe d'éco-participation. Donc là, ma facture, alors attendez, où est-ce qu'elle est ? Elle est là, et elle est prête à partir. Donc je vais confirmer la facture, voilà. Et en fait, l'envoi à la plateforme agréée, il se fait en tâche de fond par une tâche programmée qui s'exécute à la fréquence que vous avez choisie. J'en profite pour faire un petit détour. C'est vrai que je n'ai pas montré ça dans la partie paramétrage. Pourtant, c'est important. Dans les actions planifiées, ici, on a... facturation, voilà. Facturation électronique, mise à jour de l'annuaire. Donc on a une tâche programmée spécifique pour ces fameux requêtes d'annuaire en tâche de fond où tous les alors mettez-la en exécution la nuit. Donc il faut bien l'activer. Alors là je suis en démo, mais il faut bien l'activer chaque nuit pour synchroniser, rafraîchir les entrées de l'annuaire, enfin les clients, les partenaires qui ont une date de dernière synchro de l'annuaire supérieure à 30 jours, en tout cas le 30 qui est configurable sur la page de config de la compta. Et ensuite on a deux autres tâches programmées. On a une tâche programmée pour récupérer les flux auprès de la plateforme agréée. Donc un flux, ça peut être soit une facture fournisseur, ou un avoir fournisseur, soit un cycle de vie. D'accord ? Et donc là, on peut, à la fréquence qu'on veut, donc récupérer auprès de la plateforme agréée les flux. Et puis, on a une autre tâche programmée qui envoie les flux. Donc comme ça permet d'avoir une fréquence différente. Si on préfère, par exemple, récupérer les flux toutes les heures, mais envoyer nos factures ou nos cycles de vie, parce que les envois, c'est non seulement les factures clients, avoir client, mais aussi les cycles de vie que nous, on émet. Si on veut les envoyer qu'une seule fois en fin de journée, par exemple, et du coup, on peut avoir une fréquence différente. Donc ça fait 3 tâches programmées, mise à jour de l'annuaire, import des flux, envoi des flux. D'accord ? Et donc, par défaut, quand on fait comme ça une facture client, elle sera envoyée par la tâche programmée. Mais si j'ai pas envie d'attendre et que je veux l'envoyer immédiatement, là, ça l'envoie immédiatement au format qui a été sélectionné sur la page de config de la compta. Et donc là, en fait, dans cet onglet supplémentaire qui est ajouté par les modules, je vois qu'il a créé un flux. Ici, je vois d'ailleurs le contenu du flux, donc en fait, finalement, qui est ma facture au format FactureX. Hein. Si je vois ici la pièce jointe, je vois que c'est une facture au format FactureX, donc là, avec le fichier XML à l'intérieur. Et voilà. Et donc là, il a été envoyé à la plateforme agréée. Alors, par la tâche programmée, il met à jour aussi les statuts. Et là, je vois, là je l'ai fait à la main en cliquant sur le bouton, et je vois que le statut est passé de envoyé à terminé. Ça veut dire que la plateforme agréée, en l'occurrence Super PDP, a bien traité le flux. C'est-à-dire qu'il a passé tous leurs tests et ils l'ont, il est validé le flux. Et donc, nous, on est quitte vis-à-vis de la plateforme agréée. Il a passé tous les tests de leur côté. Et du coup, ils savent l'acheminer au destinataire.
Voilà pour l'envoi d'une facture client. Donc vous voyez, rien de c'est très très naturel. Et donc là, je vois le flux. Voilà, j'ai la date d'envoi du flux. Et là d'ailleurs je vois, alors ici c'est la ligne d'annuaire de Tricatel, du client de la facture, et là c'est ma ligne d'annuaire à moi en tant qu'émetteur de la facture. Bon là c'est un exemple bidon parce que évidemment les sirènes ne devraient pas être les mêmes, mais c'est les données des mots de Super PDP qui sont malheureusement comme ça. Ça c'est pour la partie envoi de facture. Donc maintenant on va basculer sur Tricatel pour recevoir cette facture. Donc là on voit qu'elle a le numéro 99, donc ça va être facile à retenir. On va basculer en changeant de navigateur, et là, alors normalement il y a tâche programmée qui ramène les factures régulièrement. D'ailleurs, tiens, on peut, pour faire la démonstration, on pourrait aller sur la tâche programmée et lancer. Sinon, on peut aussi déclencher un import à la main en allant sur facture, sur les journaux d'achat ou sur les journaux de vente. C'est pareil, vous avez la vignette pour importer maintenant depuis l'APA. Pourquoi facture client import? Parce que les cycles de vie, ça peut être attaché à des factures clients. C'est pour ça que je l'ai mis à la fois sur les journaux de vente et d'achat. Donc là, j'importe mes factures. Il me dit qu'il a créé 2 flux. Ah, on ira pour aller voir après les avertissements. Et donc, est-ce que j'ai bien ma facture? Oui, il a bien téléchargé ma facture 999. Il a bien téléchargé ici. On voit la facture, la date, etc. Il a bien matché le partenaire. Si ce n'est pas le cas, s'il n'a pas trouvé le partenaire, il importe quand même la facture avec un champ fournisseur vide, et après il y a un assistant qui permet de créer le partenaire à partir des données contenues dans le XML de la facture. Et alors il a fait une chose un peu particulière là, liée à l'éco-participation. C'est que, d'ailleurs il faudrait que je vérifie là exactement ce qu'il a fait, mais parce qu'il n'aurait pas dû trouver un article, mais en tout cas là il a fait une ligne supplémentaire parce que ça c'est 21,10 €, ça correspond à l'éco-participation qu'on avait mis sur le bureau ici. Et donc ici j'ai... Pourquoi est-ce que j'ai pas le PDF de la facture? Ça me semble pas normal. J'irai regarder après pourquoi. Et alors, ce qu'il a fait ici, c'est que... Alors, attendez, on va aller regarder la configuration dans Tricatel. Alors, normalement, on a envoi automatique de l'événement prise en charge. Alors, attendez, je fais une petite pause, ça me semble... Désolé pour ce petit intermède, j'ai trouvé le point qui posait problème, qui était l'éco-participation, où ça marche bien à l'émission, mais j'ai un petit bug encore à corriger à la réception. Donc on va faire un nouvel envoi là, sur cette facture 102, où j'ai juste de la TVA classique. Donc j'émets la facture 102 pour un montant de 1880. Et donc je bascule dans Tricatel pour recevoir cette facture. Donc là il me dit qu'il a bien, on voit cette facture ici qui est bien le bon montant. On voit que là en pièce jointe j'ai bien le PDF au format facture X qui a été reçu ici. Et on voit aussi, qu'est-ce qu'on voit aussi? Donc évidemment il a tout reconnu, y compris le détail des lignes, vu que c'est une facture au format facture X. Et ici, il a automatiquement envoyé ce statut prise en charge, puisqu'on avait coché sur la page de config de la compta que dès que la facture est importée dans Odoo, même si elle n'a pas encore été approuvée, confirmée, etc., elle a juste été créée dans Odoo, et bien le statut prise en charge a été envoyé. Alors du coup, si je vais côté Burger Queen, j'ai aussi ces statuts-là qui remontent, puisque les cycles de vie, pour l'instant, il n'a pas encore remonté, mais si je déclenche du coup la réception des cycles de vie ici, eh ben, je vais avoir ce cycle de vie prise en charge. D'ailleurs, je le vois directement là, ma facture 102, je le vois dans la vue liste dernier événement prêt en charge. Et si je rentre ici, je vois l'historique des événements. Alors au début, c'est des événements automatiques émis par les plateformes, donc reçus par la plateforme, par ma plateforme à poids. Et non, pardon.
émise par la plateforme la plateforme agréée de l'émetteur, reçue par la plateforme du destinataire, etc., jusqu'à prise en charge par le destinataire. Bon, là, ils ne sont pas exactement dans l'ordre, mais vous voyez comme ils sont à la même seconde, c'est un peu le problème. En fait, c'est d'abord déposé, ensuite... Non, c'est d'abord déposé, ensuite reçu par la plateforme et émise par la plateforme. Enfin, je ne sais plus l'ordre, mais enfin, vous avez compris le principe. Imaginons que là, bon, sur cette première, on va faire simple. On va simplement confirmer la facture. Et comme j'ai coché l'option qui dit que quand je confirme, ça met un cycle de vie approuvé, et bien là, quand je confirme, vous voyez, hop, automatiquement, il a envoyé un cycle de vie approuvé. Donc si je déclenche une réception côté de l'émetteur, et ben, du coup, je vois que j'ai bien ici, hop, dernier cycle de vie reçu approuvé là. Je le vois dans l'historique également ici. Et imaginons que je la paye par virement. Donc mode de paiement, virement fournisseur, très bien. Je vais faire ajouter à l'ordre de paiement, confirmer le paiement, générer un fichier, c'est pas XML, très bien. Et je vais jusqu'à la dernière étape, et c'est quand je vais à cette dernière étape qui génère le cycle de vie paiement envoyé, puisque j'avais coché l'option encore une fois sur la page de config de la compta. Vous voyez, paiement transmis, il transmet d'ailleurs l'information du montant du virement, c'est un virement partiel, on verra le montant partiel. Et ici, bah pareil, c'est bien reçu par le destinataire. Donc vous voyez, les cycles de vie, c'est essentiellement des choses qui sont envoyées par le fournisseur, enfin par le client vers le fournisseur, mais ça peut être aussi, on verra tout à l'heure, dans l'autre sens plus rarement, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Donc vous voyez, paiement transmis, et ici j'ai le détail, et je sais que... d'ailleurs, je connais aussi la date, j'ai la date et le montant du paiement. Voilà pour un flux classique d'approbation, mise en paiement avec les cycles de vie. Intéressons-nous maintenant au cycle de vie litige, par exemple. Donc je vais rapidement créer une nouvelle facture très, très simple. Voilà, donc à destination de Tricatel. Là, je fais une facture toute bête, c'est juste pour les cycles de vie. Donc elle a le numéro 103. Et là, je vais l'importer la 103, très bien. Donc il m'importe tous les flux. Il m'a importé... non, attendez, le 103, c'est pas celle-là, j'ai été trop vite. La 103, c'est 103, c'est celle-là. Donc, pour l'instant, elle a juste les cycles de vie prise en charge, etc. Et là, je vais moi-même déclarer un litige. Donc, je fais nouvel événement. Événement, c'est cycle de vie. Et donc, je vais dire... en litige, et là, par contre, je suis obligé de sélectionner, ça bloque d'ailleurs, si je ne sélectionne pas voilà, il faut donner du détail, une ou plusieurs motifs, donc là, je vais dire par exemple, voilà, le contrat était terminé, par exemple, donc je vais mettre un motif de litige, je vais dire le contrat non renouvelé en 2026, et donc je ne suis pas d'accord, je veux un avoir total. Bon, très bien. Et donc là, je déclare un litige. Voilà, litige, c'est un peu comme mettre la facture en pause. C'est pas irréversible. C'est pas irréversible, etc. Donc là, l'émetteur, il reçoit le cycle de vie litige. Donc là, toc. Et il a, donc on voit là le litige sur la facture 103, et il a créé une activité. Donc vous savez, les options, on pouvait dire, voilà, le commercial ou le créateur de la facture reçoit une activité. Donc moi, en tant que créateur de facture, j'ai reçu l'activité, et qui m'est assignée. Donc ça permet de l'avoir aussi visible ici dans la liste des activités, au niveau des activités ici à faire. Et imaginons que, voilà, finalement, c'est l'avantage du cycle de vie litige, c'est que c'est réversible, contrairement au cycle de vie refusé qui est définitif. Et donc là, finalement, entre-temps, on s'est mis d'accord, on a signé le nouveau contrat, etc. Donc la situation se débloque. Donc là, par exemple, je vais dire, ok, je vais tout de suite dire qu'elle est approuvée. Par exemple, je ne vais pas attendre la confirmation, j'ai envie de lui dire tout de suite. Voilà, donc c'est approuvé. Ce qui veut dire que du coup, comme je l'ai fait là à la main avant de confirmer, quand je vais confirmer, il ne va pas l'envoyer une deuxième fois. Vous voyez, il est pas bête. Et donc là, évidemment, bon, vous avez compris, c'est reçu par
par l'émetteur de la facture qui voit maintenant que la facture a été approuvée. Donc évidemment, j'avais aussi dans le litige les commentaires, etc., qui viennent bien jusqu'à moi ici. Alors, ça c'est le cas d'un litige et puis finalement une approbation. On va faire on va faire rapidement une autre facture. Bon, je vais simplement la dupliquer. Très bien. Donc la 104. Ici, maintenant, on va faire un exemple. Donc la 104, elle est là. D'une facture. Donc pour l'instant, j'ai juste le cycle de vie prise en charge. On a la possibilité de faire un cycle de vie suspendu. Suspendu, ça permet de renvoyer la balle à l'émetteur en lui demandant des pièces complémentaires. Donc par exemple, il devait m'envoyer le PV de réception de l'architecte pour pouvoir débloquer le paiement de cette facture de BTP par exemple, et je vois qu'il n'est pas en pièce jointe de la facture, manque PV, de recette de l'architecte. Et en action, je veux les informations complémentaires. Très bien. Donc là, ça permet, ce cycle de vie va être reçu par l'émetteur. Et pareil, ça fait une activité, parce que là, il y a une action à faire. Donc le cycle de vie suspendu, ça crée ici l'activité. Et donc, je vais faire ici, moi, lui envoyer les pièces complémentaires. Donc, nouvel événement. Donc, terminé. Ça c'est une mauvaise traduction. Ça devrait être complété. Et je vais lui envoyer deux pièces jointes, le PV de recette et puis une photo du chantier. Voilà, donc il y a un document PDF, un document JPEG que je vais associer à ce statut complété. Donc j'envoie le statut. Et ici, il est reçu par le client. Et donc je vois mon statut, donc c'était la 104 ici. Donc je reçois ce nouveau statut. Les pièces jointes, je peux non seulement je les ai ici, mais elles sont aussi directement mises en pièces jointes de la facture. Donc je vois la photo du chantier, ah bah dis donc, ils ont tout cassé. Je vois le PV de l'architecte ici. Et donc, là, je peux par exemple l'approuver. Ou au contraire, non, ça ne va pas du tout, c'est la catastrophe. Il a démoli des trucs qu'il ne devait pas démolir. C'est hors de question que je paye cette facture. Et donc là, je vais faire un cycle de vie. Je vais faire un cycle de vie refusé. Alors, refusé, attention, c'est un cycle de vie définitif. C'est-à-dire que l'émetteur, il ne peut pas... ça bloque toute... il sera même le cycle de vie refusé, il est signalé à Bercy, à la DGFiP, pour faire en sorte que la TVA qui est collectée associée à cette facture n'est plus d'actualité. Enfin, cette facture, elle est refusée, donc elle n'est pas dans la compta du destinataire, elle n'est pas déductible par le destinataire. Donc du coup, c'est pour ça qu'on parle d'émission d'un avoir interne pour automatiquement annuler cette facture. Donc, du coup, je coche cette case. Évidemment, le motif, il est obligatoire. Donc, je ne sais pas ce que je vais mettre. Je ne sais pas. Voilà. Je mets n'importe quoi, là. C'est pour la démo. Ce n'est pas ce... Donc, voilà, et donc moi, je demande, je sais pas quoi, en tout cas, c'est un refus définitif. C'est un refus définitif. Donc, en fait, quand je vais faire ça, plusieurs choses. Du côté du client, ça va automatiquement annuler la facture. Là, elle passe à l'état annulé, donc elle n'est pas dans ma compta. D'accord ? Elle n'est pas dans ma compta parce que j'ai refusé la facture, elle est pas dans ma compta, j'ai pas de TVA déductible. Voilà. Du coup, du côté là, parce que j'avais coché l'option, souvenez-vous, j'avais coché l'option qui disait que je voulais extourne automatique quand il y avait un refus ou un rejet. Donc, rappel, refus, c'est le client qui refuse la facture. Rejet, c'est un rejet technique, c'est la PA qui rejette parce qu'on n'a pas passé certains tests techniques, etc. Donc, c'est un rejet technique automatique. Et donc là, comme j'ai cette option, quand je vais importer mes flux, on va avoir la création automatique
Non, attendez, c'est sur l'autre entité, là, donc là. Donc là, j'importe mon flux. Et donc, il va non seulement me signaler que j'ai le refus, il va automatiquement me générer l'extourn, et c'est un avoir interne. Donc c'est marqué là, this is an internal refund invoice, qui correspond en fait à cette nouvelle petite case qui est là dans l'onglet Autres informations ici. Donc c'est un internal invoice refund. Donc c'est un avoir interne. Qu'est-ce que ça veut dire un avoir interne? Donc on peut l'envoyer à la PA, hein, elle va partir ici pour être émise à la PA, mais elle ne va pas aller jusqu'au destinataire, donc Tricatel ne va pas la recevoir, parce que comme ils avaient refusé la facture, ils n'ont pas besoin d'avoir notre avoir. Nous, on en a besoin dans notre facture pour annuler l'émission de la facture et donc annuler la TVA collectée. Mais eux, ce n'est pas dans leur compta, ils l'avaient refusé, donc ils ne seront pas destinataires de cet avoir interne. Et il ne sera pas non plus transmis par la PA à Bercy, parce que comme elle savait qu'il y avait un cycle de vie refus, elle n'a pas besoin de savoir en plus de recevoir l'avoir, elle sait déjà que la TVA collectée va être annulée. Donc voilà pour l'avoir interne qui est généré automatiquement. Alors si j'ai pas coché la case, alors je montre rapidement, même si moi elle est cochée par défaut, donc je pense que la plupart auront intérêt à la cocher par défaut. Voilà, faut faire confiance au système. Mais si c'est pas le cas, je le montre très rapidement. On va dupliquer cette facture. On va la confirmer, l'envoyer la 105. Je bascule dans Tricatel sur la 105. Je la reçois ici, j'ai la 105. Je la refuse tout de suite. Donc refuser la toc toc, je mets n'importe quoi. Très bien. Et là, voilà, donc là elle va être reçue sur la 105. Ici, donc j'ai l'état refusé sur ma 105, et là du coup donc je le vois bien ici, et là donc je vais faire à la main du coup l'avoir interne, c'est pour ça que quand même je vous conseille de l'automatiser, et du coup j'ai bien cette option cochée par défaut parce qu'il a reçu un statut refusé sur la facture, donc par défaut il génère un avoir interne. Voilà, et je fais ça, et donc ça me crée cet avoir qui est de type avoir interne. Là, cette case avoir interne est bien cochée. Donc du coup, concrètement, il y a une balise du coup dans le XML spécial pour ces avoirs internes. Bon, c'est un peu technique, mais oui, ça correspond à cette balise-là. Archive only de type BAR. Voilà, bon. Donc ça, c'est la balise d'avoir interne qui est bien mise dans le XML. Ce que je voulais, donc on a vu les refus, on a vu les suspendus complétés. Je voulais faire juste un tout petit truc sur la notion de lisible. Alors la notion de lisible, quand on est en facture X, on envoie le document PDF, donc il est naturellement lisible par le destinataire parce qu'il reçoit le PDF et le XML est à l'intérieur. Mais quelqu'un qui enverrait du pur XML, donc on va faire l'exercice là, du XML sans le PDF à l'intérieur du XML, donc on va changer le paramétrage ici, et on va dire, je ne vais pas dire UBL XML avec le PDF embarqué, mais juste de UBL XML simple, donc ça aurait été pareil avec un C2I simple. Donc on va faire ça. On va donc dupliquer. Bon, je vais faire une nouvelle là, très bien. Très bien. Je confirme cette facture. Voilà, donc c'est une facture. Donc là, je vais l'envoyer à la PA. Et donc là, il l'a envoyé au format XML simple. Donc là, vous voyez, c'est pas un PDF, c'est un XML qui a été mis dans le flux. Et donc là, c'est juste de l'UBL, on n'a pas le fichier. Alors ça se voit tout de suite quand il y a le fichier à l'intérieur, parce qu'il y a plein de gros caractères, un gros bloc de gros caractères illisibles qui correspond au PDF qui est en base 64 dans une balise XML. Donc là, ça se voit tout de suite, il y a un gros pâté de caractères incompréhensibles à l'intérieur du XML. Donc là, il a été envoyé en UBL. Donc du côté de Tricatel qui reçoit cet UBL, donc là ici je reçois la facture, donc c'est celle-là, la 106, et donc là en pièce jointe, j'ai le XML.
Donc, bon, il a retrouvé ses petits, les produits, etc. Mais bon, moi, si j'ai envie de voir la facture, là, je peux voir le XML, ça me fait une belle jambe, mais ceux qui ne parlent pas couramment l'UBL, eh ben, ils seront peut-être pas très contents de ne pas voir une facture lisible par un être humain, on va dire. Et donc, on a la possibilité via ce bouton dans l'onglet facturation électronique, de récupérer un lisible de la facture auprès de la plateforme agréée. Parce que ça fait partie des obligations des plateformes agréées de pouvoir générer un lisible de la facture. Alors en fait, il a rajouté en pièce jointe, le problème c'est qu'il ne rafraîchit pas. Ça, c'est un petit défaut. Malheureusement, dans Odoo, on ne peut pas déclencher automatiquement un rafraîchissement du chatter. Et donc là, il a récupéré un lisible. Alors c'est de la génération automatique, donc c'est pas... voilà, c'est une mise en page un peu par défaut, qui est générée par la plateforme agréée, mais sur lequel en fait ça transcrit dans un PDF toutes les informations on voit l'émetteur, on voit l'acheteur, on voit les informations de livraison, etc. Et puis on voit les lignes, là, avec une seule ligne, quantité 100, prix 0,5, etc. Donc c'est pas une mise en page très, très sexy, mais c'est, voilà, on a quand même un PDF avec ce bouton. On peut récupérer comme ça un lisible de la facture. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur toute cette partie envoi-réception de facture. Alors, une chose, je voudrais profiter quand même de ça. Alors, c'est pour vous réexpliquer quelque chose, quelques points qui ont trait à la façon dont on paramètre les imports de factures. Donc, c'est pas spécifique au module de la réforme, c'est quelque chose que vous devez déjà avoir en tout cas à partir de ceux qui sont en version 16, la nouvelle version du module d'import de facture électronique. Mais j'en profite parce que du coup, ça a de l'importance là. Donc, si je vous remontre ça, si je vais sur la fiche partenaire, donc dans cet onglet Vendor Bill Import, j'ai le paramétrage de l'import de facture, et bon, ça en bas c'est pour les PDF simples, donc ça ne concerne pas, là on est sur facture structurée, mais je voudrais vous réexpliquer ces quelques paramètres. Là, vous voyez, il y a 6 paramètres qui permettent de paramétrer les imports de factures, que ce soit des factures importées par la plateforme agréée ou des factures qu'on importe en PDF dans Odoo directement, sans passer par le... Voilà, donc par exemple, si on prend par exemple cet assistant d'import, on vient déposer les fichiers des factures ici, c'est ce même paramètre qui joue. Et donc, on peut spécifier un produit par défaut. Donc, c'est-à-dire que d'abord, il essaye de matcher un produit existant de notre base article. S'il n'en trouve pas, bon, il laisse le champ article vide, mais si moi je veux avoir un produit par défaut dans le cas où il ne matche pas un article, je peux préciser ici un produit. Donc si je précise un produit, il n'y a plus le champ du compte comptable par défaut, parce que dans ce cas-là, il va lire le compte comptable à partir du produit par défaut qui a été sélectionné. Alors attendez, voilà. Et sinon, je peux préciser du coup un compte de charge par défaut, qui, du coup, s'il n'y a pas d'article sur la ligne de facture, parce que dans ce cas-là, il prend le compte de charge qui est lié à l'article, et bah, du coup, c'est ce compte de charge qui sera pris sur toutes les lignes de facture qui n'ont pas matché sur un article. Alors, taxe par défaut, quand on importe depuis la plateforme agréée, il y a toutes les informations dans le XML pour savoir quelle taxe s'applique. Donc là, mais dans le cas d'un PDF simple, du coup, si on veut avoir une taxe bien précise qu'il n'a pas détectée à partir de la facture, on peut ici forcer une taxe. On peut forcer un descriptif de la ligne de facture, donc ça peut être utile quand on ne veut pas le descriptif qui est inscrit dans la facture, mais on veut notre descriptif. Et ça peut être d'autant plus intéressant quand on veut aussi forcer une seule ligne de facture. Donc je prends l'exemple par exemple de, voilà, je suis une entreprise et puis je reçois ma facture EDF. Et dans ma facture EDF, il y a 5 lignes, il y a l'abonnement, les consommations, les taxes de transport, les taxes de ceci, etc. Mais moi, dans ma compta, je m'en fiche du détail. Je veux une seule ligne. Pareil sur ma facture internet, ma facture de téléphone, je m'en fiche du détail. Je veux une seule ligne. Donc je vais forcer une seule ligne, parce qu'en recevant du XML de la facture agréée, il va être capable facilement d'avoir le détail des lignes. Donc moi, je veux forcer une seule ligne, et puis je veux, par exemple ça sera téléphone mobile, par exemple, abonnement et consommation. Et du coup, voilà, et du coup, avec ça, il va systématiquement avoir une seule ligne de facture avec le libellé que moi j'ai choisi. Voilà, donc très pratique, surtout pour les factures de frais généraux, on se fiche d'avoir le détail des lignes.
Et puis, je peux forcer un journal d'achat particulier. Donc, il y a on peut, si on peut jouer sur les lignes, si on fait le choix d'avoir plusieurs lignes d'annuaire, on peut associer des lignes d'annuaire à un journal d'achat, à des journaux d'achat. Mais on peut directement aussi au niveau du partenaire dire ce partenaire-là, il est toujours dans tel journal d'achat et donc je peux là forcer un journal d'achat particulier. Voilà, pour vous rappeler, vous avez normalement déjà ces paramètres aujourd'hui, mais si vous n'aviez pas l'habitude d'importer des factures fournisseurs avec le module d'import, voilà, et c'est les mêmes paramètres, c'est les mêmes choses pour les factures qui viennent de la plateforme agréée, d'où ce petit rappel. J'en profite aussi pour faire, alors là c'est uniquement pour ceux qui ont plusieurs lignes de facture, ceux qui sont une seule ligne d'annuaire, pardon, ceux qui ont une seule ligne d'annuaire, c'est pas très utile, mais pour ceux qui ont plusieurs lignes d'annuaire, et ben du coup, quand vous passez des commandes à vos fournisseurs, et ben c'est quand même important, par respect pour vos fournisseurs, de dire sur quelle ligne d'annuaire le fournisseur doit envoyer sa facture. Qu'il n'ait pas besoin de décrocher son téléphone pour réclamer l'information. Voilà. Normalement, les administrations publiques ont pris cette habitude, quand ils sont avec service obligatoire, de préciser sur le bon de commande le numéro du code service à facturer. En tout cas, mon expérience montre que c'est plutôt ils le font bien. Et bah du coup, nous, si on fait le choix d'avoir plusieurs lignes annuaires, à nous de faire pareil. Et du coup, dans nos commandes fournisseurs, d'être capable de préciser la ligne d'annuaire. Voilà. Donc, je vais par exemple, pour vous faire cette démonstration, aller sur une société qui a plusieurs lignes d'annuaire. Et donc, du coup, si vous installez le module, donc c'est un module complémentaire qui est ce module-là, LDCNFR e-invoicing purchase. Et bah du coup, si vous avez plusieurs lignes d'annuaire, vous verrez que sur un achat, du coup, quand on crée une commande pour n'importe qui, pour une entité française, donc si je fais par exemple là, et ben du coup, dans l'onglet Autre information, je vais pouvoir préciser la ligne d'annuaire sur laquelle je veux voilà, et donc ça apparaîtra bien dans le PDF là, si j'imprime ma commande, ah là là, il m'énerve. Si j'imprime ma commande, et ben ma ligne d'annuaire va bien apparaître ici, voilà, donc Dear Line to Invoice, elle apparaît bien ici. Donc vous voyez, avec ce module, ça permet, nous, d'afficher sur nos commandes fournisseurs la ligne d'annuaire sur laquelle le fournisseur doit nous facturer. Je finirai cette formation par un dernier point qui est, en fait, je reviens ici sur, je vais revenir là, sur, là, toc. En fait, sur les éventuelles erreurs qui peuvent se produire. En fait, avec ce mécanisme, donc les imports de factures fournisseurs se font en tâche de fond, et ça pourrait arriver qu'il y ait un flux qui, pour une raison technique ou pour d'autres raisons, pose problème à l'import et soit pas créé. Et donc pour ça, ça va créer des flux en erreur. Donc un flux, pour rappel, un flux c'est une facture sortante, une facture entrante, un cycle de vie sortant, un cycle de vie entrant. Tout ça, c'est des flux qui sont envoyés par l'APA. Un flux contient qu'un seul élément, donc une facture ou un cycle de vie. Contrairement à Chorus, où un flux pouvait contenir plusieurs factures, là, dans la réforme, un flux, c'est toujours un seul élément, que ce soit une facture, un cycle de vie. Et donc, ces flux, on les retrouve ici. On voit les flux sortants, les flux entrants, etc. Et donc, on pourrait avoir des flux en erreur. Et du coup, c'est important d'aller investiguer cette erreur, a priori une erreur technique, donc plutôt à votre intégrateur Odoo de la diagnostiquer, mais au moins d'être au courant. Et donc, vous voyez, dans le tableau de bord, on a fait en sorte qu'ici, on ait une vignette qui affiche quand il y a des flux en erreur. Vous voyez, elle passe en jaune. Et quand on clique dessus, on arrive ici sur les 14 flux en erreur. Vous voyez, j'ai cliqué, j'ai mes 14 flux. Et après, je peux cliquer dessus pour voir l'erreur exacte. Voilà, bon, ça c'était des vieux tests que j'avais fait, l'erreur elle est pas parlante, mais c'est important du coup de surveiller un peu les flux en erreur. Ça peut être aussi un flux sortant qui est en erreur parce que elle a été refusée par l'APA, parce qu'on n'était pas conforme. Alors normalement on fait toutes les vérifications avant d'émettre, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, j'insiste un peu sur ici les flux en erreur. Et alors normalement vous avez une deuxième vignette là, elle n'était pas, pourquoi elle n'est plus affichée, je ne sais pas, j'ai dû l'archiver. Celle-là elle n'est pas, attendez, pourquoi je la vois pas cette,
Ah oui, j'ai dû la supprimer ou je l'ai peut-être simplement archivée. Alors attendez, je fais une petite pause. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est cette deuxième vignette. Donc, la première, les flux d'invoicing en erreur. Donc, ça, c'est vraiment important de voilà. Et il y en a une deuxième, ils sont les flux donc de facturation électronique en cours. Alors, en cours, c'est pas forcément inquiétant. C'est-à-dire que c'est un flux qui, dans le cas d'un flux sortant, il est parti à la PA, mais on n'a pas encore reçu le, le, l'information de la PA disant que le flux avait bien été traité, enfin avait bien passé les contrôles. Voilà, c'est un flux qui est dans Chorus, c'était l'état intégré, vous savez. C'est un peu l'équivalent de l'état intégré qu'on avait au niveau du connecteur Chorus, donc qui s'assure que ça a bien passé les contrôles et que le flux est accepté par la PA d'un point de vue technique. Et pour un flux entrant, ça montre que le flux a bien été jusqu'au bout dans Odoo, c'est-à-dire d'abord on reçoit un flux de la PA, ensuite on regarde ce qu'il y a dedans, si c'est une facture fournisseur, on crée la facture fournisseur, si c'est un cycle de vie, on crée le cycle de vie, mais encore faut-il, quand on crée un cycle de vie, bien arriver à matcher la facture, donc ça peut être tout ça, ça peut être des choses. Normalement, il passe les étapes directement. Là, par exemple, vous voyez, flux créé, après, alors normalement, il le fait tout seul, c'est la tâche programmée qui fait avancer les flux dans leur traitement, mais sur un flux entrant, il va créer le flux quand on récupère le flux, puis ensuite, automatiquement, il va télécharger le fichier, récupérer le contenu du flux, et ensuite il va importer dans Odoo, c'est-à-dire là il n'a pas réussi pour une raison particulière, ça doit être un vieux flux de test, mais vous voyez, donc du coup là les flux en cours, c'est des flux qui a priori n'ont pas d'erreur, sinon ce serait des flux en erreur, mais ils ne sont pas encore terminés, ils n'ont pas été jusqu'au bout du process. Et donc, normalement, moi j'en ai beaucoup parce que c'est mes tests, mais normalement, une fois que les crons sont passés, que l'écran, à la fois la cron d'émission et de réception est passé, normalement, il ne doit plus y avoir de flux en cours. Sinon, pareil, ça pourrait attirer, il faudrait s'y intéresser et comprendre ce qui se passe. Donc, vous voyez, là, celui pour lequel j'ai déclenché l'erreur, maintenant on en a 15, parce que maintenant il est passé dans les flux en erreur, c'est plus un flux en cours. Celui tout à l'heure, là, qu'on a, voilà. Donc, cela... Avoir 78 en cours, c'est pas inquiétant, ça veut juste dire que, par exemple, la cron n'est pas passée pour envoyer les flux, ou que s'il les a envoyés, il n'a pas encore reçu entre guillemets, l'accusé de réception de la PA disant que le flux était entre guillemets intégré, enfin c'est l'équivalent du statut intégré dans Chorus. Mais voilà un petit peu les deux vignettes à surveiller, mais surtout celle des flux en erreur. Voilà ce que je voulais vous présenter sur ces modules de la réforme de la facturation électronique, disponibles dès à présent pour Odoo version 18, très prochainement sur Odoo version 16 et potentiellement d'autres versions en fonction des demandes. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Vous pouvez utiliser, soit me contacter directement, mais sinon, mieux c'est de créer éventuellement des tickets directement sur le projet GitHub des modules de la réforme. Je rappelle ici, ça c'est le GitHub du projet qui accueille tous les modules de l'implémentation communautaire de la réforme. Je rappelle qu'il y a une alternative par rapport à l'implémentation de la réforme faite par l'éditeur. Et puis j'en profite pour vous remontrer les deux librairies Python sur lesquelles ces modules s'appuient. Donc la librairie PyFRCTC qui contient tout le code des cycles de vie, des API AFNOR et qui contient déjà le code pour le e-reporting, mais après le code d'Odoo il est encore en cours de développement. Et puis la lib Facturix qui elle s'occupe de toute la partie Facturix et aussi UBL, à la fois la génération et la génération et la réception Facturix. Merci d'avoir suivi cette formation et puis j'espère que ces nouveaux modules vous donneront satisfaction et en tout cas toute l'équipe d'Accrétion se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette réforme. Merci, à bientôt.